Salut à tous! Vous écoutez la troisième et dernière partie de l'épisode numéro 10 sur Saint-Louis. Dans les deux premières parties, nous avons parlé du roi croisé, puis du roi saint. Deux facettes incontournables de la personnalité du plus endurant des rois médiévaux. Pendant ses 44 années à la tête du royaume, Saint-Louis a également eu le temps d'imprimer sa marque, celle d'un roi administrateur. À travers notre regard moderne, le XIIIe siècle est une période de prospérité économique, permise par la stabilité politique et la paix dont jouit la France, léguée par Philippe Auguste. Un havre de paix entre les guerres féodales et les invasions vikings des Xe et XIe siècles d'un côté, et les multiples crises que va subir la France des XIVe et XVe siècles. Une France facile à gouverner, en somme. Pour Saint-Louis, bien au contraire, la France est dans un péril mortel, et son action doit être décisive pour redresser une société qui accélère le long d'une pente dangereuse. Une société dans laquelle la croissance économique a éloigné les hommes de Dieu et où les exactions d'une administration rapace ont perverti l'idéal de justice. L'heure est grave et c'est au roi d'inverser la tendance. Ramener les fidèles à Dieu et faire régner la justice. Voilà la mission qui lui a été confiée lors du sacre. Pour le Français du temps, le royaume est en paix. Mais pour Saint-Louis, il est au bord du gouffre et en proie à une guerre larvée que le diable est en passe de gagner. La guerre contre le péché mortel. Le roi n'a pas le choix, il va devoir jeter toutes les forces qu'il commande dans cette bataille eschatologique dont lui et son peuple doivent sortir purifiés pour affronter le jugement de Dieu. Avant de nous attaquer au péché du peuple de France, revenons un peu en arrière. Comme on l'a dit dans la première partie, la partie du royaume que le roi contrôle directement s'appelle le domaine royal. Ce domaine a vu sa surface quadruplée en l'espace de quelques années, avec les conquêtes réalisées dans l'ouest contre le roi d'Angleterre et dans le sud contre le comte de Toulouse. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça peut représenter, mais une telle extension bouleverse complètement la façon dont le roi doit gérer son domaine. Et c'est le moment de parler un peu de l'administration. Bon, alors déjà, c'est quoi l'administration d'un territoire ? En France, on n'a pas tellement l'habitude de se poser la question, car nous sommes un pays fortement administré. 20% des travailleurs font partie de l'administration et tous les grands domaines de notre société sont couverts par un service public. C'est la situation que nous connaissons et dans laquelle nous sommes nés, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Commençons déjà par la définition. L'administration au sens d'institution, c'est une structure mise en place par le détenteur du pouvoir pour contrôler son territoire et en tirer les ressources nécessaires à sa politique. C'est donc historiquement un instrument de pouvoir, l'administration. Un souverain puissant a une administration solide qui lui permet de prélever l'impôt sur sa population et donc de bénéficier de ressources importantes. Rapidement, toutefois, l'administration doit également devenir un instrument qui rend des services à la population. Et oui, pour que le territoire produise des richesses, les conditions fondamentales sont la justice et la sécurité. J'assure un futur plein de captures, puisque je suis roi des chasseurs. Par contre, sans moi, je vous l'assure, vous mourrez de faim pour la vie! Et voilà, avec cette petite définition, on a déjà les trois missions principales de l'administration. Prélever l'impôt, d'un côté, assurer la sécurité et faire régner la justice, de l'autre. Et ça, c'est déjà un sacré boulot. En France, aujourd'hui, ces trois missions régaliennes sont assurées par trois administrations différentes. La Direction générale des finances publiques s'occupe de prélever l'impôt, le ministère de la Justice et l'ensemble des magistrats rendent la justice, et le maintien de l'ordre est assuré par les forces de police. Et agent de la paix avant tout.
Et à l'époque de Saint-Louis, alors, elle ressemblait à quoi, l'administration? Eh bien, elle revenait de loin, croyez-moi. Souvenez-vous, avec la chute de l'Empire romain, l'administration qui permettait de faire fonctionner la machine impériale s'est elle aussi effondrée. Pas immédiatement, évidemment. Les anciennes structures ont perduré pendant plusieurs décennies encore. Les magistrats et les fonctionnaires n'ont pas disparu du jour au lendemain, évidemment. Par contre, ce qui a changé fondamentalement, c'est la source de l'autorité. Sous l'Empire romain, l'autorité émanait d'un souverain, l'empereur évidemment, appuyé sur l'ensemble des institutions de la République. Et ça veut dire quoi, concrètement, l'autorité? Eh bien, ça veut dire que celui qui la possède peut imposer sa décision à la population sur le territoire qu'il contrôle en s'appuyant sur deux moyens extrêmement puissants que sont le droit et la force. Par exemple, est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi on paye nos impôts lorsqu'on reçoit notre déclaration? Qu'y a-t-il? Sire, les Parisiens ont pris la Bastille. Pris la Bastille? Pourquoi? C'est une révolte? Non, sire. C'est une révolution. Et oui, il y a bien quelque chose à voir avec la prise de la Bastille. En fait, c'est parce que la majorité à l'Assemblée nationale, et plus précisément le gouvernement qui en émane, a reçu via les élections le pouvoir de déterminer combien vous allez payer d'impôts. Et si vous ne voulez pas payer, le gouvernement dispose du droit et de la force pour vous y contraindre. Bon, évidemment, il y a peu de chances qu'on vous envoie la police pour vous forcer à payer 50 € d'impôts, donc on va plutôt utiliser l'arme du droit. La sentence est la mort. Ok, donc revenons à l'Empire romain. Forcément, s'il n'y a plus d'empereur, il n'y a plus personne pour décider. Rassurez-vous, ce vide d'autorité ne va pas durer longtemps puisque, comme vous le savez, la nature a horreur du vide. S'ouvre alors pour l'Occident européen une période de 8 siècles durant laquelle l'autorité politique va successivement se désagréger puis s'unifier à nouveau. Première étape donc, c'est la chute de l'Empire romain, il n'y a plus d'autorité unifiée et de petites autorités locales vont se créer à la place. Par exemple ici un évêque qui prend le pouvoir sur une ville ou ici un guerrier qui conquiert un territoire pour le contrôler. Puis arrivent les premiers mérovingiens et notamment Clovis qui, à force de conquêtes, réussit à restaurer une autorité unifiée sur une grande partie de la France actuelle. Avec ses descendants, patatras, c'est l'inverse qui se produit. Ils se font la guerre entre eux et le grand royaume se fragmente en royaumes plus petits. À la fin du 8e siècle, nouveau tournant, la nouvelle dynastie des Carolingiens unifie à nouveau le royaume et crée même un empire qui couvre une partie de la France, de l'Allemagne et de l'Espagne. Avec les petits-fils de Charlemagne, c'est à nouveau l'éclatement. Mais là, on va faire une petite pause. Je vous l'ai dit, Charlemagne a recréé un empire très étendu. Sauf que le brave Charles ne pouvait pas tout gérer à lui tout seul. Trop grand, l'empire a besoin d'être divisé en circonscriptions administratives plus petites. C'est la création du statut de comte, un personnage investi de l'autorité politique et militaire, délégué par l'empereur sur une partie du territoire qu'on appelle le comté. Et c'est là que ça devient intéressant. Et pourquoi c'est intéressant ? Parce que le rôle du comte est notamment d'entretenir sur son territoire un certain nombre de guerriers qui doivent répondre présents lorsque l'empereur aura besoin d'eux. Le comte a donc pour mission de gérer sa portion de territoire de façon à pouvoir équiper le nombre de soldats qu'on lui demande. Pour ça, il va lui-même avoir besoin d'une administration, des gens pour rendre la justice à sa place, des gens pour faire régner l'ordre et des gens pour collecter l'impôt. Bon, et alors, pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Eh bien, comme vous vous en doutez, la belle unité carolingienne finit par voler en éclats dès l'époque des petits-fils de Charlemagne. Et oui, mais les comtés, eux, tiennent bon. Comme leurs territoires sont difficiles à administrer, les comtes les divisent en plus petites portions qu'on appelle des fiefs, qu'ils confient à des seigneurs qui ont eux-mêmes pour mission d'entretenir des soldats. Et paf, c'est la naissance de la féodalité. Évidemment, c'est un processus beaucoup plus long que la vision très simplifiée que je vous en donne, mais vous voyez l'idée.
La féodalité, c'est une grande échelle hiérarchique d'administration d'un territoire dans laquelle chaque niveau a des obligations envers le niveau du dessus. Le seigneur doit entretenir des soldats pour les envoyer au comte et le comte doit lui-même envoyer tous ses soldats à l'empereur ou au roi. Dois-je te rappeler que le roi a partagé son royaume en duchés qu'il a confiés à des ducs, en comtés qu'il a confiés à des comtes, qui lui ont en contrepartie juré fidélité. Et les comtes ont eux aussi divisé leurs terres en baronnies qu'ils ont confiées à des barons. Et les barons, ils ont divisé leurs terres aussi? Oui, en petites seigneuries. Donc si je comprends bien, vous êtes un petit seigneur, un vassal au service d'un baron. Vassal peut-être, mais je lui ai juré fidélité. Donc si tu me sers, tu sers mon baron. Et donc, le roi, mais il comprend rien. Et vous allez me dire, ok, mais Saint-Louis dans tout ça, il est où? Pas de panique, on y vient. C'est vrai que là, on parle de l'Empire carolingien. Mais vous avez vu, tous les éléments de l'administration sont déjà là. Dans tout l'Empire, on a désormais besoin de données pour gérer le territoire. Par exemple, ça produit combien une ferme? Et il faut combien de fermes pour équiper un soldat? Et on peut équiper combien de soldats avec les 500 fermes sur le territoire, par exemple? Le système féodal a donc besoin, à tous les niveaux, de gestionnaires compétents pour faire fonctionner la machine. Parallèlement à ce processus de fond, une nouvelle dynastie arrive au pouvoir, les Capétiens. Le premier Capétien, le fameux Hugues Capet, qui a donné son nom à la dynastie, n'est que le modeste roi des Francs. Mais petit à petit, ses descendants vont consolider leur pouvoir et étendre leur territoire. Au début, le roi n'est pas vraiment plus puissant que les autres seigneurs, les grands comtes et ducs sont censés lui être fidèles, mais il n'a pas la puissance nécessaire pour s'imposer à eux. Puis, peu à peu, le territoire contrôlé directement par le roi des Francs commence à s'étendre. Et voilà, on peut raccrocher les wagons avec notre bon Saint-Louis. Quand Saint-Louis monte sur le trône, il contrôle donc un territoire immense, qui va de la Normandie à Toulouse et du Rhône à l'Atlantique. Pas tout à fait les frontières actuelles de la France, mais ça commence déjà à y ressembler un peu quand même. En plus d'avoir un domaine royal opulent, il hérite d'une administration assez sophistiquée, léguée par son grand-père, Philippe Auguste. Papy! Et alors elle ressemble à quoi, cette administration? Eh bien, vous vous souvenez de nos seigneurs qui avaient chacun leur petit domaine à gérer. Ils le faisaient chacun à leur manière et ça pouvait varier d'une seigneurie à l'autre. À force de s'étendre en conquérant d'autres territoires, le roi de France se retrouvait donc assez logiquement avec plein d'administrations préexistantes qui n'avaient rien à voir entre elles. Vous imaginez un peu la galère pour gérer tout ça si chaque petit territoire a ses propres habitudes d'administration. Pendant tout son règne, papy Philippe Auguste décide donc de passer un bon gros coup de rationalisation et d'unifier l'administration de son domaine. À son fils Louis VIII, puis à son petit-fils Saint-Louis, il lègue donc une administration en ordre de marche, fonctionnant à peu près de la même façon dans tout le domaine royal. La seule exception est la Normandie, qui disposait sous la monarchie anglaise d'une administration de pointe que Philippe Auguste choisit judicieusement de conserver telle quelle. Oh non, mais merde, bon bah écoutez, vous savez ce que vous avez à faire, faites sans moi, Et c'est le moment d'un petit tour d'horizon de cette administration stabilisée dont hérite notre bon Louis. Tout le domaine est divisé en circonscriptions qu'on appelle des bailliages, qui sont administrés par... Non, vraiment personne, des baillis, bravo. À l'époque de Saint-Louis, il y avait une petite trentaine de bailliages dans le domaine royal, pour une taille moyenne à peu près équivalente à celle d'un département actuel. Ce sont donc de grands territoires qui étaient eux-mêmes divisés en circonscriptions plus petites, les prévôtés, qui étaient donc administrés par, et oui, des prévôts, c'est bien, vous suivez. Et ils font quoi exactement, les baillis et les prévôts? Eh bien, ils sont les représentants du roi dans leur circonscription. Je vous dis pas le nombre de prises que j'ai dû faire pour dire circonscription à chaque fois sans erreur. Ce sont eux qui assurent localement les droits et les devoirs de la monarchie. Les devoirs d'abord. Il leur incombe de défendre leur circonscription sur le plan militaire et d'y faire régner la justice. À l'époque de Saint-Louis, on distingue deux types de justice, un peu comme aujourd'hui entre les différents niveaux de tribunaux si vous voulez. La basse justice concerne tous les délits mineurs qui sont réglés par des amendes, et la haute justice s'occupe des crimes les plus graves, pour lesquels la peine de mort ou des peines afflictives, c'est-à-dire des peines touchant à l'intégrité physique du condamné, peuvent être requises.
En général, le prévôt ne détenait que le pouvoir de basse justice et le bailli se réservait la haute justice. C'est lui qui coupait les têtes, quoi. Ça, donc, c'est pour les devoirs touchant à la protection de la population. Concernant les droits de la monarchie, le bailli et son pote le prévôt sont chargés de lever l'impôt et de faire régner l'ordre. Pour l'un comme pour l'autre, ils s'appuient sur des forces de police constituées d'hommes qu'on appelle des sergents. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais raconté dans le premier épisode l'histoire d'un moine qui avait tué 3 sergents du prévôt de Paris et auquel Saint-Louis avait ordonné de le suivre en Terre Sainte. Et bien voilà, c'est d'eux qu'il s'agit. Et on lui pèlera le jonc comme au bailli du Limousin. On a fendu un beau matin, on a pendu avec ses tripes. Et oui, car les baillis et leurs sergents ne sont pas des enfants de cœur, c'est le moins qu'on puisse dire. Je vous refais l'histoire. Entre le début du règne de Philippe Auguste en 1180 et le début du règne de son petit-fils en 1226, l'étendue du domaine royal a été multipliée par 4. Par 4, vous imaginez. Et cette extension, elle ne s'est pas faite dans la douceur. La Normandie, le Maine et l'Anjou ont été conquis en bonne et due forme, et le Languedoc a carrément subi une croisade. Autant vous dire que la population locale n'était pas super enthousiaste à l'idée de voir débarquer les baillis et toute leur clique. D'ailleurs, leur mission était simple, établir les droits du roi rapidement et efficacement pour montrer à la population récalcitrante qui était leur nouveau maître. Autant dire qu'ils n'ont pas fait dans la dentelle. Bon, déjà, vous voyez arriver le bailli avec le couteau entre les dents, prêt à en découdre. Mais c'est pas le pire, car 2 autres éléments viennent aggraver la situation. L'absence de contrôle central et la logique de rentabilité. Pour le contrôle, on ne s'embarrassait pas de procédure. La seule obligation des baillis était de venir présenter les comptes de leur administration 3 fois par an à Paris, pour l'Ascension, la Toussaint et la Chandeleur. Donc vous vous doutez bien par exemple que le sénéchal de Toulouse, c'est le nom des baillis dans le sud, avec 2 semaines de cheval entre Paris et lui, il était plutôt tranquille. Les hommes du roi faisaient rarement l'effort de venir voir comment il gérait son territoire. Je dis c'est loin mais c'est beau. Hein. Et en plus, à l'époque, les finances royales n'utilisaient pas encore la comptabilité à double entrée. Mais si vous savez la comptabilité sur laquelle vous avez les recettes d'un côté et les dépenses de l'autre, et le solde à la fin. Eh bah, rien de tout ça à l'époque. Le temple tenait un espèce de compte pour les recettes et un compte pour les dépenses. C'était une sorte de compte courant si vous voulez, mais sans le solde automatique que vous avez sur votre compte en banque. Autant dire qu'il n'était pas facile de repérer une erreur, surtout lorsque tous les baillis arrivaient en même temps avec 30 livres de compte à recopier. Voilà, donc comme vous le voyez, le contrôle était minimal. Et en plus de ça, la monarchie avait trouvé un système génial pour trouver rapidement les nombreux baillis et prévôts dont elle avait besoin sans trop dépenser. Elle ne les payait pas. Ça paraît hallucinant aujourd'hui, mais les baillis ne recevaient pas de salaire au début du règne de Saint-Louis. La plupart étaient nobles et disposaient de domaines qui leur procuraient des revenus, mais vous vous doutez bien que la tentation était grande de se créer un salaire en racketant la population. Une petite amende par-ci, une petite confiscation par-là, ça met du beurre dans les épinards quand même. Allez, je résiste pas à l'envie de vous raconter 2-3 histoires. Prenez Langeais par exemple, une ville du Val-de-Loire dont le prévôt au début du règne de Saint-Louis s'appelait Jean Rigaud. C'était un brave administrateur qui avait parfois la main un peu lourde. Désireux par exemple de se construire une nouvelle maison, il décide de voler auprès de ses voisins les poutres et les pierres pour la construction. Bah oui, mais avec l'inflation, forcément ça allège la facture. Il possédait également quelques arpents de vigne et lorgnait sur une parcelle de son voisin vigneron. Rusé, le prévôt propose à son voisin de venir entretenir sa propre vigne contre un petit salaire. Après quelques mois de ce service, le prévôt vient visiter sa vigne et prétend que le vigneron l'a mal entretenue et l'a même saccagée, rien que ça. Quel culot quand même, spolier ainsi un représentant de la monarchie. La sentence ne se fait pas attendre. Pour son forfait, le vigneron voit ses arpents de vigne confisqués. Pas content, comme on l'imagine, il insulte copieusement le prévôt et ose remettre en cause la sincérité de son jugement.
Malin, le représentant du roi a une idée. Plutôt que de lui imposer une amende financière, il le force à venir entretenir sa propre vigne pour réparer cette injustice. C'est malin quand même, hein. Une autre fois, c'est le prévôt de Cravant, à côté d'Orléans, qui fait parler de lui d'une manière originale. Un homme vient un jour voir le bailli d'Orléans, donc qui est le supérieur du prévôt de Cravant, et lui demande de sévir contre son prévôt. En effet, celui-ci a écrasé la femme du plaignant en roulant comme un dingue avec son char. Sauf que, petit twist, si le prévôt était si pressé, c'est parce qu'il transportait plusieurs prostituées dans son fameux char. Avouez que ça la fout mal quand même. C'est la chariote du prévôt qui m'a arrêté. Bon, vous allez me dire, comment connaît-on toutes ces petites histoires cocasses ? Eh bien, en 1247, Saint-Louis en a marre. Ça fait des années, depuis son avènement en fait, qu'il entend parler des excès de ses baillis et de ses prévôts. Un tel évêque vient se plaindre auprès du roi, un tel paysan le trouve au bois de Vincennes pour se répandre en reproches contre son prévôt. Bref, les oreilles du roi bourdonnent du mécontentement de toutes les couches de la population. 2 éléments le poussent finalement à agir en 1247. Le premier de ces éléments, on en a largement parlé dans la première partie, la croisade. Pour mettre toutes les chances de son côté, Saint-Louis cherche à purifier le royaume sur le plan religieux pour arriver au Proche-Orient blanc comme neige. Cet effort doit se diriger vers le peuple français, évidemment, mais aussi envers le roi lui-même et donc l'administration qu'il dirige. Ça, c'est pour le court terme. Et sur un temps plus long, il faut bien avouer que les excès de l'administration servaient bien les plans de la monarchie au début. Pour mater les régions nouvellement conquises et faire rentrer de l'argent, rien de tel que des baillis peu scrupuleux et un sentiment de toute puissance, loin des yeux de toute façon peu soupçonneux, du pouvoir royal. Sauf qu'à la fin des années 1280, la stratégie, elle a un peu vécu. Ça fait déjà 30 ans que la Normandie est capétienne et 20 ans pour le Languedoc. Si la monarchie veut fidéliser ces nouvelles régions et éviter que l'économie ne redémarre jamais, il faut remettre un peu la bride sur les baillis. Dans les anciennes possessions du roi d'Angleterre et du comte de Toulouse, les populations ne supportent plus l'injustice qu'elles subissent. Et Saint-Louis se fait fort d'être un roi justicier. Il lui faut donc agir. Il décide donc de lancer une grande enquête dans tout le royaume. C'est un grand débat si vous voulez. La formule est simple. Pour chaque grande zone du territoire, 2 enquêteurs sont désignés par le roi. La plupart du temps, ce sont des ecclésiastiques, majoritairement des frères mendiants, donc des franciscains ou des dominicains. Ils ont pour mission de parcourir toute leur zone pour recueillir les plaintes des sujets. Pour cela, ils tiennent des permanences dans les villes principales, pas à la MJC, et reçoivent toutes les personnes qui ont un grief à remonter. Peu importe le grief d'ailleurs. La plupart des plaintes sont dirigées contre l'administration royale, mais elles peuvent aussi concerner le voisin ou la délimitation d'un champ, peu importe. Le résultat de cette gigantesque enquête, ce sont plus de 10 000 plaintes qui ont été consignées par écrit, en tout cas pour celles qu'on a conservées. Un très beau panel donc qui a une triple utilité pour le roi. La première, on l'a dit, c'est de faire justice aux plaignants, et Dieu sait s'il y en avait bien besoin. La deuxième, c'est de donner du grain à moudre à sa mère Blanche de Castille. Vu que Saint-Louis part en 1247 et qu'il revient en 1254, la mère du roi aura le temps d'exploiter toutes ces données et de proposer des mesures rectificatives. Troisième utilité, c'est que le roi va pouvoir enfin connaître de manière très fine l'étendue de son royaume, ses forces et ses faiblesses. Et oui, n'oubliez pas que Saint-Louis n'a quasiment jamais vu de carte de sa vie. Tout ce dont il dispose pour connaître son royaume, ce sont ses propres voyages, un peu limités, et une précédente enquête réalisée 20 ans auparavant par Philippe Auguste. Autant dire que cette nouvelle enquête va être très utile pour lui. Et alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette enquête ? Eh bien déjà, comme on pouvait s'y attendre, les Français ne sont pas contents. Mais genre, vraiment pas contents. D'abord, nous travaillons plus de 18 heures par jour, ce qui fait 36 heures en 2 jours. Nous exigeons de passer à 35 heures. 35 heures, ça ne marchera jamais, ça va entraîner un tas de complications. Ensuite, et pardon si je te coupe, nous exigeons une diminution d'au moins 50%. Une augmentation, vous voulez dire? Mais non, nous exigeons une diminution des coups de fouet. Les sujets de récrimination sont quasiment infinis, mais concernent en gros 2 sujets.
les ravages infligés pendant la guerre de conquête, ou la croisade dans le Languedoc, et les injustices subies de la part des baillis et des prévôts du roi. Dans le cas du Languedoc en particulier, les deux facteurs se conjuguent. Je vous dresse le tableau. Entre 1209 et 1229, le Languedoc, c'est-à-dire en gros l'actuelle région Occitanie, subit ce qu'on appelle la croisade des Albigeois, une série d'expéditions lancées par le pape et le roi de France pour extirper une hérésie particulièrement dangereuse, celle des Cathars. Les Cathars, qu'on appelait à l'époque les Albigeois ou les Bougres, forment une véritable contre-église et beaucoup de nobles languedociens sont acquis à sa cause. L'Église utilise donc deux instruments. D'un côté, la croisade elle-même pour aller prendre et détruire les forteresses tenues par les Cathars, et de l'autre, la toute nouvelle Inquisition, créée en 1229, pour traquer les Cathars qui se cachent encore dans la société languedocienne. À partir de 1209, le Languedoc n'est donc plus tellement un endroit sympa à vivre. La suspicion gangrène la société, entretenue par le pape et le roi de France qui soufflent sur les braises. Beaucoup en profitent pour faire avancer leurs petites affaires. Dénoncer son voisin ou son beau-frère comme hérétique est un bon moyen de faire main basse sur son héritage. Devant les dénonciations dont ils font l'objet, les Cathars ou prétendus Cathars prennent souvent la fuite et leurs voisins et proches se déchirent pour récupérer leurs biens et notamment leurs terres. Vous imaginez la situation. En 1247, quand les enquêteurs royaux débarquent en Languedoc, beaucoup de ces injustices et jugements expéditifs refont surface. Certains fuyards revenus au pays demandent à retrouver leurs biens et de nombreux proches veulent réparer l'injustice dont a été victime leur père, leur mari, leur frère ou leur cousin par exemple. Pour Saint-Louis, apaiser ces tensions est la priorité. Il faut laisser derrière le souvenir de la croisade et mettre à l'arrêt la machine pontificale à broyer les hérétiques. Une trêve s'impose. Ah là 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 là, quelle période! Quelle période! Quelle période! Mais enfin, tout ça, c'est le passé. Il faut que la France oublie pour repartir de l'avant. Plusieurs mesures de bon sens sont prises à la suite de l'enquête. Pour commencer, les dénonciations sommaires et les jugements populaires ne sont plus acceptés. Terminé de dénoncer à tour de bras, maintenant il faut des preuves. Autre mesure mise en place, les fuyards ou les proches de Cathars inculpés ne sont plus considérés de facto comme Cathars si aucune autre preuve ne vient étayer cette thèse. Malgré ces efforts, la régularisation de toutes les affaires avance lentement. Et Saint-Louis doit finalement expédier un de ses conseillers personnels, Guy Foulquois, en Languedoc à partir de 1262 pour régler les derniers dossiers. Vous imaginez un peu, 15 ans pour régler une affaire, portant la plupart du temps sur des faits qui avaient eu lieu au moins 15 ou 20 ans avant le moment où les enquêteurs sont arrivés. Autant dire que vous aviez de la chance si votre bien vous était restitué avant votre mort. Bon, malgré tout, il faut reconnaître que cette grande enquête est un succès. Outre l'intérêt, on va dire, socio-économique qu'elle a représenté pour le roi, elle a tout de même permis de régler une dizaine de milliers d'affaires encore non résolues et dans l'espace d'une quinzaine d'années à peu près. Ça peut paraître super long, 15 ans, mais ce n'est pas excessif, étant donné le fonctionnement de l'administration sous Saint-Louis. Tenez, par exemple, aujourd'hui, le Conseil d'État estime qu'il faut entre 7 mois et 2 ans et demi pour obtenir un jugement devant un tribunal administratif. Et pourtant, aujourd'hui, on peut envoyer des pièces par Internet et les affaires sont suivies par un système bien calibré. En 1247, recueillir les plaintes, ça met déjà beaucoup de temps puisqu'il faut voyager de ville en ville, plusieurs années au bas mot. Après le recueil des plaintes, il faut encore les classer, les trier, s'assurer qu'elles sont bien recevables et ensuite seulement commencer à les régler. Je vous en ai déjà parlé dans la deuxième partie, le XIIIe siècle est la grande période de développement de la procédure inquisitoire, c'est-à-dire le jugement rendu à la suite d'une enquête. Elle succède petit à petit à plusieurs siècles de procédures accusatoires où le jugement reposait avant tout sur un choc entre les deux parties, chacune devant produire ses arguments et surtout ses témoins. Est-ce que l'accusé est prêt à entendre la sentence? La sentence? Oh, mais auparavant, je dois être jugé. La sentence d'abord! On vous jugera après, effronté.
Bon, on va pas trop rentrer dans le détail, mais la procédure inquisitoire tient largement du développement de la philosophie humaniste médiévale, qui fleurit au XIIe et XIIIe siècle. La recherche de la vérité via un raisonnement logique et en convoquant des preuves est une manière de penser moderne, développée partout en Europe par les plus grands intellectuels et apprise à l'université par des milliers de personnes. Son pendant judiciaire, qui est donc la procédure inquisitoire, a pour but de trouver la vérité dans une affaire grâce à une enquête analysant des preuves. Bon, tout ça c'est très bien, mais notre brave paysan languedocien l'a accusé à tort d'être hérétique et à qui ses voisins ont tout piqué après sa fuite. Il a pas fait l'université, lui. Mais pour prononcer en sa faveur un jugement favorable qui le déclare non hérétique, il va falloir donc faire une enquête. Et c'est là que ça se corse. Je sais, on est en Languedoc, mais bon, blague de merde. Imaginez un peu, on parle d'une affaire qui a eu lieu 20 ou 30 ans auparavant. Autant dire que des témoins, il ne doit pas en rester 150. Certains sont morts, d'autres ont fui ou sont eux-mêmes suspects. On peut également convoquer des preuves écrites, par exemple des actes notariés, mais encore faut-il qu'ils n'aient pas brûlé ou été détruits dans les nombreux combats qui ont déchiré la région ou au moment où votre voisin a malheureusement fait brûler votre maison à cause d'une allumette. Reconstituer la vérité prend donc du temps, beaucoup de temps. Et puis après tout, vous vous souvenez combien de temps Saint Louis a dû lui-même attendre pour être canonisé? 27 ans. 27 ans de procédure administrative alors qu'il y avait plein de témoins et des écrits en pagaille. Donc obtenir réparation en 15 ans seulement, ça relève presque du miracle. Bon, vous me direz, Saint Louis il était mort, donc il pouvait attendre. Le paysan languedocien, lui, il est plutôt pressé. À l'été 1254, Saint Louis pose pied à terre dans cette France qu'il n'a pas vue depuis 7 longues années. Le roi accablé qui retrouve son royaume ce jour-là n'est plus le même que ce jeune homme gonflé d'espoir qui s'est lancé à la conquête de l'outre-mer en 1247. Si la croisade a brisé Saint Louis, elle lui offre surtout l'occasion de se reconstruire. Se reconstruire dans sa chair et dans son âme, mais aussi reconstruire son royaume. Le roi rentre désabusé, certes, mais lucide. S'il n'a pas réussi à vaincre l'infidèle, s'il n'a pu que rêver de Jérusalem sans jamais la voir, c'est que le royaume de France, son roi et ses sujets n'étaient pas à la hauteur de cette tâche, la plus noble qui soit pour tout prince chrétien. Pour Saint Louis, pas question de baisser les bras, bien au contraire. Le sang, les larmes, la poussière du désert et la mort de sa mère lui offrent une nouvelle épreuve dans laquelle il va puiser la force et la détermination de changer son royaume. Changer son royaume de fond en comble, poursuivre les réformes engagées par son père et son grand-père, pour rapprocher cette terre qu'il adore du royaume de Dieu qu'il aime plus encore. Le temps presse, et sous les traits tirés et blêmes du roi vaincu qui accoste ce jour-là, les rouages de son esprit se mettent déjà en mouvement pour lancer sans tarder cette réforme vitale. Cette nouvelle détermination va bénéficier de l'aiguillon offert par un bien curieux personnage. Ce personnage, c'est Hugues de Digne, un ermite franciscain qui est une vraie star autour de Marseille à l'époque. Un de ses confrères disait même de lui que sa voix sonnait comme une trompette et frappait les auditeurs comme des trompes d'eau.
Et oui, car ce brave franciscain était avant tout un prédicateur de génie, qui savait passionner les foules en leur parlant de l'Apocalypse et du règne de Dieu. Bref, un sympathique personnage. Et, comme vous vous en doutez, un personnage qui plaît bien à Saint Louis. Dès son arrivée à Salins d'Hyères, le roi veut absolument l'entendre parler, comme le raconte Jean de Joinville, toujours lui. Le roi ouït parler d'un cordelier qui avait nom frère Hugues, et pour le grand renom qu'il avait, le roi envoya quérir ce cordelier pour le voir et l'ouïr parler. Le jour où il vint à Hyères, nous regardâmes au chemin par où il venait et virent une très grande foule d'hommes et de femmes qui le suivaient à pied. Le roi le fit prêcher. Le commencement du sermon fut sur les religieux, et il dit ainsi : « Seigneur, fit-il, je vois trop de religieux à la cour du roi, en sa compagnie. » Et sur ces paroles, il ajouta : « Moi le premier. » Oula, pas commode frère Hugues, hein. Il se lance ensuite dans un laïus qui passionne et envoûte le roi, dont l'idée principale est que la justice doit être la priorité de tout souverain, car tous les royaumes qui se sont perdus l'ont été à cause d'un défaut de justice. À la fin du sermon, le roi est conquis et veut absolument garder l'ermite auprès de lui, malgré ce qu'il vient de lui dire sur le trop grand nombre de religieux à la cour. À force d'insister, forcément, l'ermite finit par se fâcher et s'en retourne chez lui. Cette rencontre va bouleverser Saint Louis. Accablé par son échec, il entrevoit un moyen de se racheter et de purifier son royaume, la justice. La justice, en voilà un bon programme politique. À l'époque de Saint Louis, elle ne désigne pas un état absolu, mais plutôt un état relatif, celui où chacun est traité selon sa vraie place dans la société et selon son bon droit. Le Moyen-Âge ne fait pas grand cas de la notion d'égalité, mais constitue une société stratifiée, chacun sa place dans un système global voulu par Dieu. La justice qu'il s'agit de restaurer à ce moment-là, c'est donc avant tout la justice divine. Après le retour de la croisade, c'est donc le temps des réformes. Saint Louis se lance dans une série de textes législatifs à portée générale, ce qui est une nouveauté pour l'époque. En l'espace de quelques années, il va légiférer sur un grand nombre d'aspects de la société médiévale, avec toujours le même fil rouge : faire en sorte que la justice divine soit mise en œuvre partout et pour tous. Voici donc le jugement implacable que la justice divine n'horizonte point, réserve aux nuisibles tels que vous. Ok, alors le texte le plus célèbre de ce vent de réforme, c'est la fameuse Grande Ordonnance de décembre 1254. Une ordonnance, c'est un type de texte législatif édicté par le pouvoir royal. À la fin du Moyen-Âge, ce terme désignera un texte qui s'adresse à tous les sujets du royaume, mais à l'époque de Saint Louis, des ordonnances plus restreintes côtoient des ordonnances générales. D'ailleurs, si on l'appelle la Grande Ordonnance, c'est à la fois parce qu'elle s'adresse à tous et parce qu'elle traite d'un grand nombre de sujets. On va plonger ensemble dans les détails de ce texte majeur. Alors, le premier thème traité par la Grande Ordonnance de décembre 1254, c'est l'administration. Bah oui, c'est le titre de la partie quand même, hein. Vous vous en souvenez, les sujets avaient pas mal de griefs contre leurs baillis et prévôts. Et là, Saint Louis n'y va pas avec le dos de la cuillère. Déjà, il met fin aux condamnations arbitraires. Pour imposer une amende, un bailli ou un prévôt devra attendre que le jugement soit prononcé. Cette protection accordée au sujet du royaume est affirmée avec une formule qui sonne très moderne. Que nul ne soit privé de son droit, sans faute reconnue, ni sans procès. Il faut dire que les administrateurs touchaient une partie des amendes levées, autant dire qu'ils avaient un peu la main lourde. La plupart ne touchaient pas de salaire à proprement parler, ce qui favorisait également la corruption et les pots de vin. Saint Louis agit à deux niveaux. Pour limiter la corruption, il va progressivement doter les baillis et prévôts d'un véritable salaire. Ça, c'est pour le moyen terme, parce que c'est une réforme qui va mettre du temps. Pour le court terme, dans notre fameuse ordonnance, il institue tout un tas de limites. Les baillis ne peuvent plus percevoir de cadeaux dont la valeur excède 10 sous, et ils ne peuvent plus acheter un logement ni marier leurs enfants dans la circonscription dont ils s'occupent. Ça devrait permettre de les calmer pendant un moment. Les hommes du prévôt sont partis! Après l'administration, place au thème des mœurs, cher à Saint Louis. Vous vous souvenez que le roi prêtait une attention presque
obsessionnel à son comportement quotidien. Il n'attend évidemment pas que tous ces sujets mènent une vie de moine, mais il entend tout de même restaurer un certain ordre moral. Terminer les jeux de dés et les jeux de plateau, tout ce qui fait appel à la ruse ou au hasard pour gagner de l'argent est désormais banni. Un point c'est tout. Même chose pour la prostitution. Les prostituées sont exclues des bonnes villes, c'est-à-dire des villes protégées par le roi, et doivent loger hors de l'enceinte. Tous les bourgeois qui leur loueraient un logement en ville se feraient confisquer le dit logement, c'est plutôt sévère. Pareil pour les tavernes, ces lieux de mauvaise vie où se croisent prostituées, voyageurs de grand chemin sans stabilité et où on boit plus que de raison, les habitants respectables des bonnes villes ne doivent plus s'y rendre, seuls les voyageurs ont encore l'autorisation d'y aller. Vous voyez cet écœurant spectacle? Oh que oui! Et pour couronner le tout, le roi édicte des mesures pour interdire les jurons et les blasphèmes. On sait qu'il était très à cheval là-dessus, et même parfois un peu trop. Les proches du roi l'ont par exemple critiqué vertement lorsqu'il a fait marquer au fer rouge les lèvres d'un homme à Paris qui était connu comme blasphémateur. Devant ces critiques, le roi ne fait que citer l'évangile. « Vous serez bien heureux lorsque les hommes vous maudiront à cause de moi ». Et il a réponse à tout, Saint Louis. Voilà pour la grande ordonnance de 1254. Déjà, c'est pas mal. Bien entendu, l'ensemble de ces mesures va prendre beaucoup de temps avant de devenir pleinement réalité, et une partie ne sera jamais réellement appliquée. La mise en place d'un salaire pour les baillis, notamment, est une mesure de longue haleine, mais il n'empêche que la dynamique est lancée. D'autres textes vont poursuivre le travail lancé et préciser certains points. L'ordonnance de 1256, par exemple, qui adoucit un peu les mesures contre la prostitution. Vue comme un exutoire pour la faiblesse humaine héritée du péché originel, elle est désormais bannie des seuls centres-villes et de la proximité des lieux saints. On passe ainsi d'une logique d'interdiction à une logique de ghettoisation qui ne prendra pleinement son essor qu'au XVIe siècle. Allez donc réécouter la 3e partie de l'épisode sur le sexe au Moyen-Âge si vous voulez en savoir plus. Pour ce qui est de la justice au sens pleinement judiciaire, c'est l'ordonnance de 1261 qui constitue la clé de voûte. Saint Louis y interdit officiellement les gages de bataille, c'est-à-dire la possibilité d'invoquer un duel judiciaire pour régler un différend. Je réclame un duel judiciaire. Si vous perdez, votre femme en subira les graves conséquences. L'un de nous deux a menti. Laissons Dieu en décider. Les duels judiciaires sont pourtant une très vieille tradition médiévale qui remonte au moins aux sociétés barbares, mais qui sont désormais obsolètes à cette époque où règne la procédure inquisitoire. Si vous voulez être disculpé, inutile de sortir votre épée, apportez plutôt des preuves de votre innocence et ça suffira amplement. C'est d'ailleurs à cette époque que Saint Louis rend son plus célèbre jugement, celui qui restera gravé comme l'exemple d'une justice égalitaire. Nous sommes en 1259 et 3 jeunes nobles sont placés sous la garde de l'abbé de Saint-Nicolas-au-Bois, tout près de la ville de Laon. Un jour, ils décident d'aller chasser le lapin et dans leur course se retrouvent au milieu d'un bois voisin. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que ce bois appartient à Enguerrand de Coucy, l'un des plus puissants seigneurs du royaume. Par malheur, les 3 nobles se font attraper par les agents du seigneur en flagrant délit de chasse dans un bois privé. Et oui, à cette époque, le seigneur d'un territoire pouvait se réserver le droit de chasse sur certaines espèces ou, dans notre cas, sur toute activité de chasse, quelle qu'elle soit. Bon, vous allez me dire, pas de bol, ils se sont fait pincer. Mais c'est pas si grave que ça finalement, non? Eh bien si. En tout cas, ce jour-là, Enguerrand n'était pas d'humeur. Et de toute façon, c'était pas vraiment un seigneur sympa. Plutôt le genre violent, vous voyez. Et sa sentence ne se fait pas attendre. Les 3 jeunes gens sont pendus haut et court. Forcément, l'abbé qui en avait la garde n'est pas très content et appelle le roi pour obtenir réparation. Et c'est là que ça devient intéressant. Enguerrand de Coucy demande à être jugé pour ce crime par le conseil des barons du royaume, ce qui est dans son droit. Dans la société de Saint-Louis, seules 2 catégories sociales disposent de droits judiciaires particuliers. Les ecclésiastiques, qui sont justiciables des tribunaux religieux, et les pairs du royaume, c'est-à-dire les plus grands seigneurs, qui sont justiciables du conseil des pairs. Vous vous doutez bien qu'entre pairs, on n'était pas trop sévère.
Et puis bon, c'est quand même son bois, hein, je veux dire, ces 3 jeunes sacripants l'avaient bien mérité. Sauf que Saint-Louis ne l'entend pas de cette oreille. Déterminé à faire de cette affaire un exemple de sa nouvelle vision pour le royaume, il refuse ce droit à Enguerrand. Je vous épargne les détails, mais en gros, la terre sur laquelle Enguerrand avait fait pendre les 3 nobles n'était pas tenue en baronnie, et le seigneur n'avait donc pas le droit de solliciter un jugement au Conseil des pairs. Bref, le roi décide de juger tout seul. Mais ce qui a le plus marqué les contemporains, c'est la manière dont Saint-Louis traite Enguerrand, un des plus grands seigneurs du royaume. Il va le faire chercher par ses sergents comme un vulgaire voleur et le fait emprisonner dans une tour du Louvre en attendant le jugement. Bon, finalement, Enguerrand de Coucy n'est pas décapité, mais écope seulement d'une lourde amende. Il faut dire que pour Saint-Louis, le procès était avant tout politique. Peu importe l'issue, du moment que tous les grands seigneurs du royaume s'imaginent à la place de Coucy et tremblent de leur voir arriver la même chose. Après la justice, Saint-Louis s'attaque à la monnaie, un autre grand sujet médiéval. On ne va pas y passer trop longtemps parce que la monnaie, c'est quand même un sujet bien compliqué, on va pas se le cacher. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour le roi, une bonne monnaie était indissociable d'un royaume dans lequel règne la justice. Pourquoi ? Mais parce que la monnaie est l'étalon de toutes les transactions, pardi. Une bonne monnaie, ça veut dire des prix justes et des salaires justes. Avec une mauvaise monnaie, au contraire, les patrons peuvent arnaquer leurs employés et les marchands peuvent arnaquer leurs clients. Entre 1262 et 1270, plusieurs textes vont donc modifier le système monétaire du royaume. Les monnaies seigneuriales n'ont plus le droit de circuler hors du territoire de leur seigneur, et les esterlins anglais n'ont plus le droit de circuler dans le royaume. Saint-Louis fait également frapper une monnaie d'or, l'écu, ce qui est une première depuis plusieurs siècles. Il modifie également la teneur en argent dans la monnaie de base, le denier, pour permettre d'en produire plus et de combler ainsi les besoins en numéraire d'une économie en pleine expansion. Comme on le voit, c'est une réforme monétaire ambitieuse. Toutefois, ses effets bénéfiques vont être en grande partie anéantis par une autre réforme majeure de Saint-Louis. Une réforme qui constitue d'ailleurs aujourd'hui la principale tâche sur le bilan de son gouvernement aux yeux du grand public et qui a retenu l'attention des historiens à partir de la deuxième moitié du XXe siècle. Cette réforme, c'est celle du statut des populations qui pratiquent l'usure, c'est-à-dire le prêt contre intérêt, et dont les premiers représentants sont les Juifs. Alors, je vous propose de commencer par les faits et ensuite on va discuter du sens de cette réforme ainsi que de leur place dans l'imaginaire de Saint-Louis et dans la société médiévale. D'accord ? Les faits, alors. Durant son règne, Saint-Louis a légiféré à plusieurs reprises sur la place des Juifs dans la société. Le premier grand texte qui les concerne est l'ordonnance de Melun en 1230. C'est d'ailleurs la première des ordonnances du roi à s'appliquer sur l'ensemble du territoire. L'ordonnance interdit l'usure, c'est-à-dire le fait pour les juifs et les banquiers étrangers de prêter des sommes d'argent et d'en recevoir un intérêt. Il s'agit déjà d'un durcissement, puisque Philippe Auguste, le grand-père de Saint-Louis, n'avait fait que limiter le taux d'usure à 43,3%, c'est précis, ce qui revenait de facto à légaliser cette usure.
Et je rappelle qu'aujourd'hui, il y a aussi un taux d'usure, au-delà duquel les banques n'ont pas le droit d'aller. Mais ce n'est pas là l'élément majeur de cette ordonnance de Melun. Elle définit un début de statut pour les Juifs en défendant aux seigneurs de retenir sur leur territoire un Juif qui ne leur appartient pas. Vous avez bien entendu, très concrètement, les Juifs deviennent assimilés à des serfs. Ils sont attachés à un territoire et ils ne peuvent pas en partir. Ce statut de serf légitime par ailleurs les nombreuses confiscations et spoliations que subissaient les Juifs au moindre besoin d'argent de la monarchie. Et oui, puisque l'ordonnance interdit aux seigneurs de prélever des taxes sur les Juifs qui ne leur appartiennent pas, elle légalise donc ces mêmes taxes dès lors que le Juif en question appartient bien aux seigneurs. Bon, vous voyez le topo, dans les années 1230, déjà, c'était pas la joie. Mais comme vous vous en doutez, la croisade va amener un nouveau tour de vis. Et pas qu'un peu d'ailleurs. En 1254, la fameuse Grande Ordonnance concerne bien entendu les Juifs. L'usure y est à nouveau interdite et l'ordonnance dispose que les Juifs ne doivent désormais vivre que de leur labeur. Elle va même plus loin, écoutez un peu. Que cessent les usures des Juifs, leurs sortilèges et leurs caractères, que soit brûlé le Talmud et autres livres dans lesquels seront découverts des blasphèmes. Clairement, là, on monte d'un cran, l'autodafé, carrément. Le Talmud, c'est en fait un recueil de commentaires sur l'Ancien Testament, outil principal des intellectuels juifs dans leurs études religieuses. En 1269, une dernière ordonnance rendue juste avant le départ en croisade, au moment où Saint-Louis commence à devenir gaga, impose aux Juifs le port d'une rouelle, c'est-à-dire d'une rondelle de tissu de couleur jaune ou rouge qui doit être portée sur le dos ou le torse pour signifier aux chrétiens qui sont les Juifs qui vivent parmi eux. Dites-moi, Germaine, vous étiez au courant? Au courant de quoi? Salomon. Salomon quoi? Les Juifs. Et alors? Alors forcément, avec toutes ces vexations et spoliations, les Juifs ne restent pas les bras ballants et organisent leur défense. Le meilleur texte qu'on ait gardé est celui du rabbin de Narbonne, Mer ben Siméon, qui envoya une lettre au roi entre 1245 et 1260, on ne sait pas l'année exacte. Je vais vous en lire un extrait, vous verrez, c'est assez parlant. Voici que notre Seigneur le roi a changé et a décrété à l'égard des membres de notre peuple, qui sont sous son gouvernement, des lois et des sentences injustes selon la loi et les prophètes. Il a confisqué nos créances et notre argent. Aussi ne pouvons-nous nous nourrir, ni nourrir nos enfants, ainsi que nos pauvres et nos miséreux, au point que bon nombre sont morts de faim. Il a laissé en vigueur la levée des impôts et il ne les a point abolis. Il aurait dû ordonner dans tout son royaume de n'exiger aucun impôt des Juifs puisqu'il leur a pris leur argent. Prenez garde à votre personne et à votre âme afin de ne pas être frappés dans ce monde et dans l'autre de toutes les lourdes peines méritées par ces lois à cause des graves péchés qu'elles comportent. Et bim, voilà pour l'âme du roi. Globalement, on ne peut pas dire que cette lettre et les autres défenses de la communauté juive aient fonctionné, bien au contraire. Les seuls éléments positifs qu'on peut retenir de Saint Louis envers les Juifs sont l'absence de pogrom durant son règne, sauf en 1236, ainsi que la création en 1257 d'une commission pour rendre les immeubles confisqués lors de la croisade de 1247. Ouais, youpi, l'ambiance. Bon, voilà pour les faits. Maintenant, on va parler du pourquoi du comment. Déjà, mettons-nous d'accord sur un point de langage crucial. Saint Louis était violemment anti-juif, mais il n'était pas antisémite au sens moderne du terme. Au regard du roi, les juifs ne sont pas un peuple ou une race, mais les fidèles d'une mauvaise religion. Vous vous souvenez de ce qu'on a dit sur le rejet des médiévaux pour tous les éléments de la société qui ne sont pas pleinement intégrés. Les voyageurs, les mendiants, les vagabonds, les marins, etc. Eh bien pour les Juifs, c'est encore pire. Ils ont à la fois un pied dedans et un pied dehors. Un pied dedans puisqu'ils vivent en ville au milieu des chrétiens et ils professent une religion qui partage un des textes saints du christianisme. Un pied dehors car ils rejettent le dogme chrétien et ils ne veulent pas s'intégrer à la société des fidèles. Du point de vue de Saint Louis, les Juifs sont pires que les musulmans. Eux au moins ne connaissent pas le dogme chrétien, ils sont dans le péché mais à leur insu. Pour les chrétiens, en fait, il y a deux types d'étrangers à leur religion.
Les païens, d'un côté, qui sont ignorants de la foi chrétienne et qui sont donc dans l'erreur, mais sans faire exprès. Et de l'autre côté, les hérétiques, qui sont des connaisseurs de la foi chrétienne, mais qui ont décidé de la rejeter. Et ça, c'est pas bien. Ce n'est pas bien d'avoir fait ça, les enfants. Pas bien du tout. Les Juifs, eux, ne sont ni l'un ni l'autre dans la société médiévale, mais une catégorie à part. Saint Louis n'a rien contre eux d'un point de vue racial. Un Juif qui se convertit devient un chrétien. Point barre, ça s'arrête là. C'est pour ça qu'on parle d'anti-judaïsme et non pas d'antisémitisme. Il n'y a pas de macule juive, si vous voulez, rien qui ne puisse pas être lavé par la conversion. Bref, Saint Louis veut convertir les Juifs et reléguer ceux qui restent le plus loin possible de la société médiévale. Après tout, dans son grand plan de réforme morale et religieuse du royaume, les Juifs constituent une épine dans son Saint-Pied, au même titre par exemple que les prostituées. D'ailleurs, cette férocité envers les Juifs lui fait prendre des décisions qui sont parfois contradictoires. Par exemple, l'interdiction de l'usure juive, qui a coïncidé d'ailleurs avec l'interdiction de l'usure d'autres étrangers, comme les Lombards par exemple, a largement contribué à assécher la disponibilité du crédit dans cette France en pleine expansion économique. Il est même possible que cette politique ait été dictée par les intérêts des bourgeois chrétiens menant des activités financières concurrentes de celles des Juifs. Les mesures de Saint Louis ont surtout eu pour effet de rediriger les Juifs vers le crédit aux plus pauvres, beaucoup moins rentable, et qui a exacerbé la haine populaire envers cette communauté. En tout cas, Saint Louis s'est creusé la tête pour réformer le système monétaire et augmenter la masse monétaire en circulation, tout en empêchant aux prêteurs habituels de mener leur activité. On n'est clairement pas sur une logique imparable. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que Saint Louis a eu une politique particulièrement dure envers les Juifs. Même Boniface VIII, le pape qui a canonisé Saint Louis, n'a pas voulu retenir sa politique juive comme un argument pour en faire un saint. Sa véhémence et sa férocité envers cette communauté dépassaient largement ce que la société médiévale jugeait acceptable. Disons-le clairement, c'était une politique excessive et finalement mal fondée. On l'a dit, la société médiévale n'aimait pas les Juifs. Malgré cela, les Juifs n'étaient pas des parias. Prêteurs incontournables pour financer les constructions et les investissements technologiques, communauté fondamentalement liée à celle des chrétiens au regard de l'histoire et de la religion, ils formaient un groupe influent et intimement lié à la croissance économique. D'ailleurs, la plupart des seigneurs s'en faisaient les protecteurs, et c'était même une des missions du roi de France. En Languedoc, les Juifs tenaient une place importante dans l'administration par exemple. Bien sûr, tout n'était pas rose et les éclats de violence contre les Juifs étaient fréquents lorsque les temps devenaient durs et qu'on cherchait des coupables. On en a déjà parlé à propos de la peste noire par exemple. Les puissants nobles et les bourgeois savent protéger les Juifs lorsqu'ils en ont besoin et laisser la violence se déchaîner contre eux lorsque les digues sautent. Saint Louis, pour sa part, a eu la volonté de rompre ce savant équilibre pour faire des Juifs de véritables parias, ce qui allait contre les actions de ses prédécesseurs. Et alors, avant de refermer ce chapitre, je voudrais insister sur le fait que les agissements de Saint Louis contre les Juifs ne doivent pas être jugés à l'aune des événements contemporains. La politique anti-juive du roi n'est pas une part d'ombre dans son gouvernement, pas plus que sa sainteté n'est une part de lumière, par exemple. La rouelle qui a été imposée aux Juifs n'était pas une étoile jaune avant l'heure. Sous le gouvernement d'Hitler, l'étoile jaune servait à marquer le statut de citoyen inférieur des Juifs. À l'époque de Saint Louis, il n'y a pas de citoyens, et la société est de toute façon fortement hiérarchisée. Non, la rouelle des Juifs était avant tout vue comme une distinction symbolique, infamante, certes, mais qui est loin d'être la seule dans la société médiévale. Les lépreux avec leur crécelle ont aussi une distinction symbolique infamante, et les prostituées également parfois dans certaines villes. Prudence donc à ne pas associer deux éléments historiques distants de 700 ans. Ah, ma fripouille, on a presque 1000 ans, c'est un enfer. En tout cas, on ne gagne aucune connaissance à juger les actes des personnages du passé, à vouloir absolument les discréditer ou à l'inverse les réhabiliter. Or, c'est bien la connaissance qui est le but final de la discipline historique. Ce qui importe, c'est de savoir pourquoi Saint Louis a agi ainsi, comment ses actions ont été accueillies et en quoi elles diffèrent ou ressemblent aux actions d'autres gouvernants.
D'ailleurs, si on devait juger Saint-Louis selon nos standards actuels, tout serait à jeter finalement. La croisade est une tentative de colonisation, la réforme morale et religieuse du royaume est dogmatique, sa politique de charité n'a aucune cohérence d'ensemble et même son quotidien d'ascèse et de privation va à l'encontre de beaucoup de principes de santé élémentaires. Mais bon, c'est pas ça qui va nous faire avancer. En tout cas, si cette question de la perception contemporaine de personnages et de phénomènes historiques vous intéresse, n'hésitez pas à en discuter en commentaire. Personnellement, c'est quelque chose qui me passionne et j'en échangerai avec joie si vous en avez envie. Eh bien, c'est sur cette note que je vous propose de conclure cet épisode numéro 10 sur Saint-Louis. J'espère que vous avez apprécié les 3 parties, chacune avec leur identité propre, et que ces 3 heures de podcast vous ont permis de mieux connaître ce roi majeur du Moyen-Âge central, mais aussi l'univers dans lequel il évoluait. Je ne vous cache pas que ce fut particulièrement long et difficile à créer, j'avais des dizaines et des dizaines de pages de notes à rassembler et à structurer de 3 façons différentes, autant dire que ça n'a pas été une balade de santé. Malgré tout, je suis vraiment content d'avoir pu vous offrir ce long épisode, c'est un sujet extrêmement riche et même avec 3 heures d'épisode, je suis passé à côté de beaucoup d'informations. D'ailleurs, si vous en avez noté certaines qui vous paraissent importantes et dont je n'ai pas parlé, dites-le en commentaire et on pourra en discuter. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner ou de me suivre sur YouTube, Spotify, Instagram et Facebook, à liker et à commenter, ça me fait toujours très plaisir et ça m'est également très utile pour savoir si mon travail vous plaît et comment l'améliorer. On se retrouve d'ici quelques semaines pour parler de l'épisode numéro 11 avec un tout autre sujet, 2 siècles après Saint-Louis, vous l'avez deviné, évidemment, il s'agit de la chasse aux sorcières. On va plonger ensemble dans cette période de paranoïa collective et je vous préviens, vous pourrez presque sentir la fumée des bûchers depuis votre propre canapé. À la prochaine!